Je me présente, je m'appelle Chloé Alexandre, je suis en thèse en sciences de gestion au CIRAD, mais je suis ni agronome ni informaticienne, et pourtant je travaille sur le numérique et les services de conseil agricole. Moi, j'ai d'abord été formée à Sciences Po, j'ai fait un master en développement international, et par la suite, j'ai fait un deuxième master à l'Institut des régions chaudes de Supagro Montpellier. Et là, en fait, je vous présente le résultat d'une série d'enquêtes au Burkina Faso dans le cadre de ma thèse, où je me suis entretenue avec 15 fournisseurs de conseils qui utilisent des outils numériques. Voilà. Donc, une petite remarque préalable, 15 fournisseurs, mais 16 services. Donc, toutes les statistiques dont je vais parler sont réalisées sur cet échantillon de 16 services de conseil utilisant le numérique. Donc, ce n'est pas forcément représentatif, mais mon but, c'était vraiment d'illustrer la plus grande diversité de ce que j'ai pu observer au Burkina. Alors d'abord, peut-être une petite question, qu'entend-on par le numérique dans le cadre du conseil agricole ? Donc, selon des auteurs, nos sociétés ont été transformées par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et en fait, la clé technique qui a permis l'envol de ces technologies, c'est bien la numérisation du signal, qui a rendu possible la convergence des grands domaines de l'informatique, de la télécommunication et de l'audiovisuel. Donc, ce qui nous intéresse bien derrière cette question de numérisation du signal, c'est tout le travail à la fois d'acquisition de données, donc qui est permis par des smartphones, des ordinateurs, des capteurs, des sondes, des GPS, des drones, des satellites, sur différents types d'informations utiles à l'agriculteur, donc son environnement, notamment la météo, la propagation de pestes, de ravageurs, sur les marchés, donc les informations sur les prix, la demande, sur ses activités, notamment la conduite des cultures et des troupeaux. Ça permet aussi l'accès à des résultats scientifiques et d'expérimentation paysanne, mais ça permet également aussi d'accéder à différentes expériences personnelles menées par des agriculteurs. Donc par la suite, deuxième phase dans le traitement de ces données, c'est le stockage et le traitement permis par les outils bureautiques et des serveurs. Donc on va constituer des bases de données, mettre en forme des données brutes, codifier des connaissances tacites. Et ensuite, les anciennes technologies d'information, donc la radio, la télévision, mais aussi les nouvelles technologies donc connectées à Internet, vont pouvoir permettre de diffuser et de partager des informations du coup plus ou moins brutes sous différents formats, audio, écrit, vidéo et photo. Et tout ça, bien sûr, est rendu possible par des réseaux et des infrastructures et d'énergie et de télécommunications sans lesquelles il est très difficile finalement d'utiliser les TIC pour le conseil. Ok, alors d'abord une petite présentation des cas que j'ai analysés, qui sont très divers, notamment par rapport à leur objet. Donc j'ai rencontré 3 cas de systèmes d'infos sur les prix et la météo, 4 qui fournissent plutôt du conseil technique dans le domaine agricole, 1 dans le conseil technique à l'élevage, 2 qui fournissent du coup du conseil de gestion, le CEF dont on parlait, et 6 qui fournissent un conseil diversifié. Voilà. Et ces services sont aussi diversifiés par rapport aux fournisseurs qui offrent ces conseils. Donc là, j'ai une majorité finalement dans mon échantillon de fournisseurs de conseils qui sont des OP, même si ce ne sont évidemment pas elles qui développent les outils numériques. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais aussi des PME burkinabés, des ONG internationales, ONG burkinabés, et plus rarement la recherche, des multinationales, et ça c'est souvent des opérateurs téléphoniques. Dans mon cas, c'est l'opérateur téléphonique Orange, qui fournit le service 3-2-1, et enfin l'État. Voilà. Et on voit déjà à ce stade-là qu'on a des nouveaux acteurs qui apparaissent dans le secteur du conseil. Donc ces opérateurs téléphoniques, des startups burkinabés qui vont se spécialiser soit dans le développement de solutions pour le milieu rural, soit dans le conseil. Et voilà. Ah oui, et une petite précision. Donc, sur tous ces services que j'ai étudiés, il y en a seulement 4 qui ont plus de 3 ans d'existence. Donc c'est vraiment un secteur qui est relativement récent. Et je vais beaucoup vous parler des limites que j'ai observées, mais c'est quelque chose de normal. Enfin, c'est vraiment un secteur qui prend son envol. Voilà.
Donc ne pas s'alarmer si j'ai une approche vraiment très critique par rapport à ça. Ok, une de mes intentions aujourd'hui, c'est un peu de déconstruire des idées reçues qu'on se fait sur l'éthique et le numérique et le conseil, notamment l'idée que le numérique permet d'accroître la couverture du conseil, de favoriser le partage de connaissances. Voilà, du coup, ma question aujourd'hui, est-ce que ça permet vraiment un conseil plus accessible et plus interactif? Ok, concernant l'accessibilité, j'ai pris là un seul critère simple pour vous donner une petite idée. C'est est-ce que les outils qui permettent l'accès aux services nécessitent une connexion ou pas à Internet. Et en fait, c'est le cas de 11 services que j'ai observés, notamment tous les questionnaires de collecte de données numériques qui sont liés à des bases de données, qui sont utilisés souvent dans les organisations de producteurs. C'est le cas notamment des sites qui fournissent des vidéos en ligne, Access Agriculture, Agribusiness TV, et un projet que monte le ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet Burkina financé par la Banque mondiale. C'est le cas notamment des plateformes numériques qui permettent de faire du conseil à distance pour un nombre restreint d'utilisateurs. C'est le cas des groupes WhatsApp, on a besoin d'avoir un smartphone et Internet. Et c'est le cas des outils d'aide à la décision sur smartphone. Donc face à cela, j'ai seulement 5 services qui sont accessibles par des téléphones simples. Donc 3 systèmes d'infos sur les prix et les marchés qui diffusent de l'information SMS sur des téléphones simples. C'est comment dire le serveur vocal interactif 321 offert par Orange et Viamo. Donc là, l'idée, c'est un peu comme quand vous appelez la Sécu, vous avez un embranchement si vous voulez écouter des informations sur tatata, tapez 1, etc. Et des centres d'appel. Et pour vous donner une idée, pour rappeler un chiffre, il y a seulement... Bon, il y a peut-être 80% des personnes au Burkina qui sont maintenant équipées d'un téléphone simple, mais seulement 10% qui se déclarent utilisateurs d'Internet. Et ça, c'est tout secteur confondu. Donc on peut imaginer que dans le secteur rural, on en est quand même encore loin. Et par rapport à ma deuxième question, est-ce que le conseil qu'on fournit est plus interactif? Parce que pour moi, l'interaction entre conseillers et agriculteurs est très importante, dans le sens où on a bien vu la limite des approches de transfert de connaissances standardisées, et que c'est cette interaction, soit entre agriculteurs, soit entre agriculteurs et conseillers, qui permet vraiment de favoriser des changements complexes auxquels, que souhaitent mettre en œuvre les agriculteurs. Donc, finalement, sur mon échantillon, on observe 5 services qui permettent 0 interaction. Donc là, on est encore dans de la diffusion d'informations très standardisée. On en a 7 où les technologies en elles-mêmes ne permettent pas des échanges entre conseillers ou agriculteurs ou entre agriculteurs, mais qui sont finalement utilisés par des conseillers. Et donc là, du coup, le conseiller peut essayer de spécifier les informations standards fournies initialement aux besoins des agriculteurs, mais ça prend du temps, ça demande des compétences techniques, ça demande des compétences pédagogiques, communicationnelles. Du coup, c'est pas toujours une évidence. Et enfin, on a 4 services où là, seulement, le numérique permet une interaction. Donc, c'est les plateformes numériques dont je parlais et le groupe WhatsApp, tout en gardant en mémoire que c'est des outils connectés, donc accessibles vraiment à une élite. Et c'est les centres d'appel. Et donc, du coup, est-ce que l'information qui est fournie par ces services est vraiment spécifique aux attentes des agriculteurs? Donc, en fait, je distingue 3 cas de figure, en reprenant cela. Des informations qui sont complètement standardisées, donc c'est la même information, quel que soit le profil de l'agriculteur, quel que soit le contexte agroécologique dans lequel on se situe. C'est ensuite des informations qui sont soit spécifiques au marché, c'est le cas des systèmes d'information sur les prix, ou alors à la région. Donc là, dans le système, le serveur vocal interactif de Orange dont je parlais, les messages diffèrent d'une région à l'autre. Donc c'est pas encore très précis, mais c'est peut-être mieux que rien. Et enfin, quelques services où l'information est personnalisée, mais là, c'est bien l'interaction avec le conseiller qui permet de spécifier ces informations, de les rendre spécifiques aux attentes des agriculteurs. Et c'est pas l'outil numérique en lui-même et tout le travail qu'il y a derrière pour traiter les infos, développer des modèles, etc. Du coup, les limites que j'ai identifiées. Donc, tout à l'heure, je parlais des fournisseurs de conseils.
l'État, les OP, etc. Mais en fait, cette entrée par les fournisseurs, elle cache toute la complexité de ces réseaux qui permettent de créer des services numériques. Là, je vous donne un cas, c'est celui du serveur vocal interactif développé par Orange. En fait, derrière Orange, qui est finalement juste l'organisation vitrine qui donne l'accès finalement à ces réseaux à l'entreprise Viamo. Donc cette entreprise Viamo, c'est elle qui va recruter des partenaires pour avoir du contenu à diffuser sur son serveur vocal interactif et pour le vocaliser, parce que c'est une solution vocale, quoi. Et là, je vous ai pris un cas. Donc, la plupart des messages sur la production agricole sont développés par une ONG, Self-Help Africa, qui elle-même a collaboré avec des organisations de producteurs, le ministère de l'Agriculture, des ONG et la recherche pour les produire. Donc, on voit bien que cette complexité interorganisationnelle peut provoquer une certaine lenteur dans le développement des services, surtout quand les gens sont issus de secteurs très différents et n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Une autre donnée qui peut être intéressante, le contrat entre chacune des organisations est renouvelé chaque année. Et chaque année, c'est des négociations pour rediscuter le partage de la valeur quand le service devient rentable, le business model, etc. Ok. Une autre limite que j'ai identifiée, c'est les problèmes de financement. Donc là, sur les 16, j'ai 8 services qui sont gratuits. Or, c'est des services qui nécessitent... 2 minutes, ok. Qui nécessitent un certain coût. Et face à cela, les gens ont 2 stratégies. Soit se reposer sur des financements extérieurs, sur l'aide au développement, et on voit qu'il y a encore une très forte dépendance et au lancement de ces services, et ensuite pour leur gestion, de manière directe ou indirecte. Direct, je m'explique. Bon, juste, on reçoit des financements de bailleurs extérieurs. Et indirect, on a certaines organisations qui vont diversifier leurs services. Par exemple, qui vont faire des études de marché, qui vont faire de la communication. Mais là encore, leurs clients, c'est des ONG qui sont installées dans les pays, donc au Burkina dans mon cas. Face à cela, on a aussi une autre stratégie qui est celle de diversifier les activités pour financer le conseil via d'autres choses. Donc, par exemple, le warantage, ce que font certaines OP, organisations de producteurs, ou de la location de bâtiments. Mais j'étais à un séminaire au Sénégal en avril cette année, et les fournisseurs s'entendaient pour dire qu'à l'heure actuelle, faire du conseil avec le numérique, ce n'est pas un secteur d'activité rentable. Oui, et par rapport à ça, si je reprends le cas de Viamo, là, Orange apporte finalement très peu de financement. Les gens qui payent, ce sont les ONG qui cherchent à diffuser du contenu. Donc, bon. Et un dernier point, je vois que les agriculteurs et les organisations de producteurs sont globalement absents et du processus de développement de ces outils et du contenu. Même si on a quelques exceptions, notamment le groupe WhatsApp, où là, c'est vraiment des échanges entre pairs, entre éleveurs de lapins. Et un projet, le projet CDIS, donc géré par le FAO, le MESRI et le CIRAD, où le but c'était vraiment de co-construire un outil pour le CEF avec cette organisation de producteurs. Mes conclusions, donc on voit qu'on a des opportunités énormes pour favoriser des interactions entre acteurs du secteur agricole et co-construire et partager des informations qui pourraient être utiles aux agriculteurs. Mais on a des transformations qui sont encore en cours et qui sont limitées à l'heure actuelle, qu'on parle d'accès, d'adoption, de durabilité, et que derrière les défis techniques se cachent aussi des défis organisationnels. Voilà, une de mes perspectives de recherche, ce serait notamment de creuser un peu ces histoires de co-conception des services, donc le concept de service, les outils numériques, le contenu, avec les OP. Parce que je me pose des questions, les OP, c'est quand même des organisations très faibles, et je me demande dans quelle mesure on pourrait renforcer certaines de leurs capacités pour qu'elles soient plus actives dans ces processus.